coopération, de manière à ce que nous puissions travailler sur presque le Néandertal et son smartphone, j'ai envie de dire, et de manière à ce que nous puissions réfléchir sur comment l'humanité, on dit, elle a commencé par les pieds, comment on est rentré dans une anthropologie petit à petit, et comment on comprend aussi que la façon dont on a fait évoluer les villes, dans la préhistoire, on va dire, permet de comprendre les inquiétudes des hommes à ce moment-là, et il y a peut-être des parallélismes qu'on peut faire avec les craintes des hommes de ce monde contemporain. Puis vous avez reçu un prix, vous allez vous expliquer, vous allez nous dire, puisque vous êtes active à Monaco sur la Smart City monégasque, et donc c'est intéressant de vous présenter peut-être un petit peu mieux, et puis de pouvoir nous expliquer tout cela. Moi j'ai adoré le concept Homo Smarticus, je trouve ça excellent, donc merci beaucoup et je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être tous présents, ce qui donne, je le disais déjà tout à l'heure, un aspect extrêmement positif, le fait qu'on réfléchisse tous ensemble avec des angles d'approche, des axes d'études complètement différents. Je remercie vraiment Laurence Vanin pour cette invitation, puisqu'elle nous permet, en tout cas à moi en particulier, en tant que chercheur archéologue et spécialiste en préhistoire, d'apporter ma pierre à l'édifice d'un point de vue archéologique, préhistorien et historien, et à ma collaboratrice qui se présentera tout à l'heure, Jade Aurélia, une méthodologie, une vision plus globale de l'urbanisme, elle vous en dira plus. Homo Smarticus, c'était pour vous faire sourire, mais pas seulement, puisque vous savez qu'un scientifique reste un scientifique, c'est basé sur des faits réels. Ce qui était important dans cette présentation, je vous présenterai un petit peu une étude de cas, Monaco, pour plusieurs raisons dont on parlera, une ville-pays, qui a une histoire extrêmement riche et complexe. Une histoire d'occupation, je ne parlerai pas exactement de city, puisque vous savez que la notion de city, c'est assez récent. Donc plutôt du concept, j'ai envie de vous dire, et je fais exprès pour qu'on ait un échange extrêmement riche tout à l'heure, plutôt de dire smart city, smart behavior, smart attitude. L'homme a toujours eu une smart attitude, l'homme, et je parle de l'homme, le premier homme, le berceau de l'humanité en Afrique, il y a environ 3 millions d'années. Vous avez l'arbre synoptique, si vous voulez, de l'évolution humaine. Pour nous, les préhistoriens, je ne parle pas seulement en mon nom, mais l'homme, le premier homme, a toujours été intelligent, a toujours su s'adapter, a toujours été en interaction avec son environnement. La preuve la plus ultime, c'est qu'on est encore là aujourd'hui, 3 millions d'années après. Donc cet Homo habilis qu'on retrouve en Afrique va ensuite venir sur tous les continents, donc un déplacement, suivre les troupeaux, l'Homo erectus. Donc depuis ses premiers outils, il a su s'adapter et interagir complètement jusqu'à aujourd'hui. Je passe sur Néandertal et jusqu'à nous, l'Homo sapiens. Il y a toujours eu depuis le début des cultures, des techniques, des contextes complètement différents. C'est aussi ce qui fait la richesse de l'homme. Ça, je voudrais qu'on le souligne. Est-ce qu'on parle aujourd'hui smart city ou smart cities? Il faudrait s'adapter aussi à la pluralité. On a parlé de variabilité tout à l'heure. Aux objectifs de chacun, on n'a peut-être pas les mêmes selon les cultures, selon les pays, selon les envies. Donc ça serait aussi un bon point de questionnement. La preuve en est par exemple ici avec le paléolithique, selon les types d'activités, le type d'habitat, le mode, le comportement de vie des groupes, chasseurs-cueilleurs nomades, on retrouve des choses différentes. Et ce dont je vais vous parler, évidemment, c'est tiré de bases, je vous le disais tout à l'heure, scientifiques, archéologiques. Comment nous, on conçoit non pas l'habitat, mais peut-être le type d'occupation, pour les périodes les plus anciennes. Évidemment, c'est ce qu'on retrouve en fouille, non seulement en grotte, mais en site de plein air, en abri. On a une équipe qui est interdisciplinaire, qui va étudier que ce soit des ossements, des outils, des bijoux, des céramiques, selon la période chronologique. Et on va regarder tous ensemble la répartition spatiale des objets abandonnés, volontairement ou involontairement, par l'homme. Et évidemment, reconstruire avec tous nos résultats pluridisciplinaires cette petite histoire, ce bribe d'histoire d'occupation des hommes. On s'est attaché ici à vous parler de Monaco, puisque nous ne sommes pas très loin. Et surtout, c'est très intéressant. Comme je disais, c'est une ville-pays, mais surtout, elle a une histoire très longue.
de 300 000 ans. Je vais essayer d'être courte sur ces 20 minutes, mais justement c'est pour après qu'on puisse échanger plus en détail. C'est intéressant aussi pour son paysage. C'est deux grands plateaux. On a le Rocher, que tout le monde connaît, Monaco-Ville, le Palais Princier, etc. De l'autre côté, le Casino, le plateau des Spélugues. Au milieu, on a la Condamine. Condamine, hein, le toponyme qu'on retrouve un petit peu partout. Très intéressant, les terres qui appartiennent aux seigneurs qui peuvent être louées, qui sont des plaines. On est dans un contexte de calcaire jurassique, donc plein de fissures, de failles, ce qui a permis d'avoir des grottes pour les périodes préhistoriques. À Monaco, les plus anciennes traces d'occupation à ce jour, et je dis toujours à ce jour, hein, dans toutes les conférences, parce qu'on n'est pas à l'abri, rappelez-vous, on va le voir tout à l'heure, on est en chantier maximum à Monaco, on n'est pas à l'abri dans un trou de trouver plus ancien, mais à l'heure où je vous parle, c'est la grotte de l'Observatoire qui est visitable au jardin exotique, à côté du musée d'anthropologie. Cette grotte a livré les plus anciennes traces d'occupation qui sont à ce jour de 350 000 ans. Intéressant de voir pourquoi l'homme, à cette époque, et son groupe, hein, il ne vivait pas seul, on a plusieurs éléments témoins de ce besoin d'interaction, de clan, de famille. Intéressant de voir qu'il cherchait un refuge, un abri. Mais l'homme est un animal, rappelez-vous. Donc on va trouver, pas en même temps que lui, sur des couches alternatives, si vous voulez, d'autres animaux, par exemple les carnivores. Les carnivores et l'homme ont choisi, par exemple, le même type d'habitat à un moment donné, tout ce qui était abri ou grotte. Rappelez-vous, il y a aussi évidemment des sites de plein air. À Terra Mata, à Nice, c'est un très bon exemple, à 400 000 ans. L'homme ne vivait pas qu'en grotte, mais c'est un type d'habitation qu'il a choisi. Ici, au jardin exotique, pourquoi? On a tous les facteurs. Un bon archéologue repérera toujours ces facteurs dont je vais vous parler. Une source d'eau potable à proximité, de la matière première, à l'époque il n'y avait pas de métal, donc des roches, un environnement foisonnant. Là, on est en contexte de falaise, le bouquetin, une proie qu'ils pouvaient chasser comme les carnivores. Ce qui est intéressant dans cette grotte aussi, ce qu'on revoit souvent en archéologie, c'est le remploi du lieu. Là, vous voyez, sur 300 000 ans, l'homme est revenu. On a trois types d'hominités, l'Homo erectus à 200 000, le Néandertal à 60 000, et notre ancêtre, l'homme moderne, l'Homo sapiens, entre 40 000 et 20 000 ans. Donc intéressant, est-ce qu'il y a quelque chose comme la transmission? Est-ce que c'est justement ces facteurs, on va dire, géotopographiques qui ont attiré l'homme à cet endroit? Ça, c'est une grande problématique, mais qui est visible dans plusieurs sites quand on a de grandes séquences stratigraphiques. Intéressant aussi de montrer, ça c'est en étudiant le matériel qui est associé à chaque type d'hominidé, qu'ils n'ont pas habité pour la même chose. L'Homo erectus a des outils très particuliers, il a fait des types d'activités spécifiques, d'ailleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs, ni à Nice, ni dans la région. Qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit-là? Là, on est en train d'étudier. L'homme de Néandertal est venu avec un tout petit groupe, on n'a pas beaucoup de matériel, une dizaine d'objets, et donc ça veut dire qu'il est resté très peu de temps. Et les groupes d'Homo sapiens, différentes cultures sont venues sur 20 000 ans, n'est resté que pour des actes de chasse. Donc on peut aussi estimer la durée, longue ou courte, des hommes préhistoriques. La grotte Saint-Martin, c'est une autre grotte, juste pour vous montrer un petit peu les différences, qui se trouve sur le rocher, comme je vous ai dit, hein, Monaco est un plateau calcaire avec des failles de partout. Ce qui est intéressant dans cette grotte, qui a été occupée environ à 30 000 ans, donc en même temps, à un moment que la grotte du jardin exotique, c'est qu'il y a beaucoup plus d'éléments de collection marine. J'attire votre attention sur l'importance du littoral, peut-être aussi pour les concepteurs actuels, hein, les urbanistes actuels. Le littoral a été très important dans toutes les périodes de l'histoire et de la préhistoire. C'était des voies de passage. Je vous rappelle, et ça aussi je pense que c'est un argument à prendre en compte aujourd'hui et pour l'avenir, les différents cycles climatiques. Là vous voyez Monaco il y a 1 million d'années, dans une période qui est très tempérée, donc le niveau marin très haut. 23 000 ans, il fait très froid, glaciation, la mer se retire, on est à 120 mètres plus bas. Il y a 23 000 ans, imaginez-vous, on pouvait aller de Monaco à Roquebrune Cap-Martin à pied, par une plaine, par exemple. Et enfin, actuellement, vous savez qu'on est en période de réchauffement. Mais tout ça est à prendre en compte, et les études de l'archéologue aussi. Alors on parle beaucoup justement de se projeter dans l'avenir. L'archéologie permet, et vous le savez, avec les nouvelles découvertes, les nouvelles technologies, le séquençage ADN, les scanners 3D, on est très à la pointe avec nos méthodes de datation à ce jour.
et aussi sur certains projets. Je voulais vous présenter celui-là qui intéresse Nice également. L'archéologie apporte au projet Karst Odyssée, qui est porté par Éric Gilly, les résultats du passé sur les niveaux marins, la régression et la hausse des niveaux marins. Le fait que nous, sur nos sites, on ait connu différents niveaux marins, et on le voit sur les parois de grottes, des fois la mer était à 400 000 ans à 100 mètres d'altitude, il y a 120 000 ans, elle était à 23 mètres d'altitude. On peut renseigner, avoir des points repères pour que les collègues estiment à l'avenir, dans 20, 30, 50 ans, à combien sera le niveau marin du littoral. Alors bien sûr, il y a les calottes glaciaires, il y a les pôles qui ont renseigné, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'applique à notre zone entre Nice et Bordighera, la Ligurie, cette zone province-Ligure. Pourquoi? Parce qu'on est en contexte très particulier, on a la tectonique, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc il faut qu'on ait des exemples et des repères qui sont spécifiques à notre région. On passe à une autre période, le néolithique. Là, l'homme n'est plus nomade. Alors attention à ce qu'on appelle nomade, mon collègue Jérôme Agaille vous en parlera. L'homme commence à se sédentariser. Il devient agriculteur, éleveur. À Monaco, on n'a pas de site, on n'a qu'une grotte funéraire qui peut un petit peu nous expliquer la population de l'époque, ou les rituels, mais pas vraiment l'habitat, puisque ce n'est pas un habitat, mais plutôt un cimetière. Mais ce qui est important, c'est, en tant qu'archéologue, c'est à partir de là que je pourrais peut-être commencer à parler de Smart City. Les villages vont commencer vraiment à se mettre en place. Pourquoi? Parce que la population est plus importante. Alors ça aussi, c'est une grande problématique de nos recherches. Pourquoi se sont-ils sédentarisés? Est-ce que c'est à cause de l'agriculture? Est-ce que c'est à cause de l'élevage? Et il y a une autre hypothèse, à cause de la religion, de la croyance. Ça, on pourra en reparler. Ou inversement, ils se sont sédentarisés, donc ils ont fait développer tous ces secteurs. En tout cas, c'est là qu'apparaît la population grandissante et, en parallèle ou pas, des indices de violence, enfin d'ossements qui ont été percutés volontairement. Donc ça, c'est intéressant aussi à prendre en compte. Et aussi les premières transformations sur le paysage. Avec l'agriculture et l'élevage, l'homme va commencer à transformer son environnement, ce qu'il ne faisait pas avant, puisqu'il interagissait de façon équilibrée. Donc ça aussi, ça sera un point peut-être dont vous voudrez parler tout à l'heure. Un autre exemple, la grotte des Bas-Moulins, aussi pour le néolithique, l'âge des métaux. Le métal va arriver, on est environ à moins 5000, moins 3000 avant Jésus-Christ. Il y a une hiérarchisation, comme par hasard, la population s'amplifie, la hiérarchisation se met en place, et on a des systèmes là dans les villages défensifs. Vous voyez, là c'est un exemple de rempart qu'on a retrouvé dans le quartier des Révoirs de Monaco, qui est daté de moins de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc on commence à se protéger de l'autre. Les échanges sont plus importants, on parlait justement de lieux d'activité, de centres de production. Là, ça va vraiment se mettre en place avec le commerce sur de très longues distances. L'Antiquité, Monaco évidemment, Port Hercule, je pense que tout le monde connaît. On a retrouvé à Monaco, à divers endroits, sur terre et sous la mer, de nombreux objets qui sont datés de l'Antiquité. Alors, vous regardez un petit peu, il y a des objets du quotidien, on a des objets de prestige, on a les monnaies qui témoignent de commerce maritime et des commerces terrestres, les tombes, des ossements humains. Voilà un petit peu ce que ça donne. Pour penser la ville, à l'Antiquité à Monaco, vous avez évidemment le port qui sert d'axe et de voie maritime, très important. On a retrouvé des épaves qui témoignent de tout cela sous l'eau. Les nécropoles peuvent renseigner dans l'Antiquité les limites d'une ville. Donc c'est très intéressant parce qu'on pourra voir où se situaient les limites des premières villes, la première ville de Monoïkos, donc un peu plus petite que celle actuelle. On a des quartiers, ça on le sait grâce aux objets de personnes qui étaient richissimes, on le voit par rapport à leur tombe, des objets prestigieux, et puis plutôt la Condamine, là où était l'artisanat, le tout commerce, la population. Donc ce sont des études qui sont encore en cours et qui sont très intéressantes pour comprendre une city entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après. Après le 5e, on a un trou
jusqu'au XIe à Monaco. Alors certains parlent des invasions. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'invasions. Moi je dis ok, mais normalement il y a des objets archéologiques, au moins des envahisseurs. On ne les a pas pour l'instant. Donc là il y a un grand point d'interrogation. Donc moi je recommencerai à partir du XIe. Voilà Monaco. Là c'est daté de 1590, mais ça donne une très bonne idée. Monaco, hein, qui n'a rien à voir avec le Monaco d'aujourd'hui si vous allez visiter, on n'a rien. On a deux petites chapelles ici, une qui est de l'autre côté, l'église Saint-Dévote. Intéressant d'ailleurs d'avoir deux églises. Rappelez-vous que Monaco, en ce temps-là, est entre la Turbie et va jusqu'à Roquebrune. Donc peut-être ça explique aussi, selon les terres, les églises sont des marqueurs, évidemment, des propriétaires. Les maisons sont rares, il n'y a pas de port, de structure de port, même s'il est utilisé évidemment puisque c'est une crique naturelle. Le rocher par contre est habité. Vous voyez, dès la fortification, dès la venue des Grimaldi, hein, des premiers seigneurs, on n'est pas encore à la principauté, ce sont les premiers seigneurs, au XIIe et XIIIe siècle, le rocher commence à se remplir d'une petite population, de son église, qui est Saint-Nicolas, de son cimetière, et il y a toujours des places vides, ce qu'on appelle des déserts, des petites terres qui sont cultivées par les habitants. La fortification, évidemment, hein, s'explique par tous les combats entre les Génois et puis autres comtés et royaumes voisins. Et la Condamine, le port, qui est complètement vierge d'habitation et qui servait plutôt de champ. Ce sont des terres qui étaient cultivées, les jardins, les vignes, les arbres, figuiers, et je vous rappelle que c'est des plaines alluviales, donc extrêmement fertiles. Donc c'était adapté de toute façon, les gens ne voulaient pas y habiter, puisque ça servait en fait à nourrir la population en ce temps-là. 16e, 19, en une grande transformation. Au tout début, ça ne bouge pas beaucoup. Les jardins sont seulement fortifiés. Vous voyez, il y a des petits remparts. Ils sont plus protégés maintenant des murs. Pourquoi? Ça s'explique parce qu'il y a de plus en plus de combats. On veut récupérer le rocher. Il y a vraiment des conflits, des rivalités entre voisins, entre Italiens, la garnison espagnole qui arrive, la garnison française. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plus de monde aussi sur le rocher. Vous voyez que les habitats se dispersent, même s'ils ne descendent pas encore vraiment dans les autres quartiers, on voit qu'ils prennent du terrain sur ce que j'avais appelé désert et jardin tout à l'heure. Et l'augmentation de la population est passée d'une centaine de personnes à presque 1500. Et là, on parlait d'industrie ce matin, c'était très intéressant. Les premières industries vont être intramuros, puisqu'on va développer les moulins. Les sources d'eau sont très nombreuses à Monaco, donc on va se servir de ces sources d'eau pour pouvoir contribuer à la fabrication de moulins à vent, à huile, et continuer évidemment aussi tous les travaux d'agriculture. Alors là, c'est le gros boom. On arrive au 19e siècle. Je crois que quelqu'un a aussi cité ce siècle comme un grand essor. C'est le cas à Monaco. Monaco, bien que petit, il a perdu Roquebrune et Menton. Alors on pouvait s'attendre à un avenir néfaste, ce qui ne fut absolument pas le cas. Grâce en fait à une idée du prince Charles III et de sa mère de tout miser sur le casino. La Société des Bains de Mer, qui existait plus ou moins déjà sur le port, mais qu'ils ont amélioré avec la collaboration d'un couple de Français, les Blancs, et qu'ils ont mis au niveau justement de maintenant ce qu'on appelle Monte Carlo, ça a gardé le nom du prince Charles, et de là va être développé tout le tourisme de luxe, l'arrivée et l'accroissement économique, l'implantation évidemment de Beau Soleil et de Cap d'Aille qui vont être créés juste à côté, et tout ça en lien avec évidemment la création de la voie ferrée qui passe par Monaco et qui va permettre ce réseau et cette arrivée de la population et de la clientèle. Donc les voies de réseau, je pense que vous en avez déjà parlé hier, mais sont extrêmement importantes pour desservir la population, qui existe encore aujourd'hui, mais qui n'est plus vraiment à l'heure actuelle la première richesse de Monaco. Vous allez le voir, on arrive au XXe, je vous passerai sur les deux grandes guerres, 14-18 et la Deuxième Guerre mondiale, mais vous montrer que la densité de la population est en totale augmentation. Le prince Régnier III, qu'on nomme le bâtisseur, a énormément fait. Lui, il a plus misé sur l'industrialisation.
avec la pharmaceutique, les cosmétiques, le laboratoire, les porcelaines, l'hôtellerie évidemment, le tourisme et l'événementiel, vous en parliez tout à l'heure, la culture très importante de pouvoir entretenir la culture dans une ville, les banques et les travaux publics. Tout ça, cette diversité en plus fournit un bassin d'emploi, ce qui explique aussi la fluctuation. Jeanne en parlera tout à l'heure sur la densité, mais c'est extrêmement impressionnant sur, je le rappelle, Monaco fait 2 km² à l'heure actuelle. Voilà un petit peu les travaux qui ont été faits sous Régnier 3 et qui sont pour certains encore en cours, mais pour vous donner une image, Monaco a gagné presque un quart de son territoire sur la mer actuellement. On construit en hauteur et on construit en extension également. La gare, la nouvelle gare, puisque je vous parlais de la gare à l'époque du casino, mais la nouvelle gare a été un très grand projet de réflexion sur l'urbanisation, puisqu'il a décidé de la mettre sous terre, de l'enterrer, afin de gagner de la place pour faire des immeubles. Ça, voilà, c'était une idée de Le Corbusier à Monaco, ce qui nous a permis de créer une nouvelle gare, parce que, comme je vous disais, la superficie de Monaco est extrêmement particulière, parce que réduite. Le quartier de Fontvieille est complètement artificiel, ce quartier n'existait pas avant. Hein. Maintenant, il y a des commerces, des logements, le stade, par exemple. C'était de l'eau. La nouvelle digue, qui a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant, permet d'accueillir tous les bateaux croisiéristes et de protéger encore le port, puisqu'il est un peu soumis au vent d'est, bien que je vous disais que c'est une crique quand même naturelle. Il y a eu quand même des naufrages, même à l'époque de l'Antiquité, si on a retrouvé les épaves. Forum Grimaldi, pour vous donner un exemple de l'événementiel à Monaco, et le Sporting Club également. Voilà, je laisserai la suite, je finis pour ma partie archéologique et je serai ravie de répondre après à vos questions, mais pour l'heure actuelle, je laisse la parole à Jeanne Aurélia qui va un petit peu plus élever le débat sur l'actualité non seulement monégasque, mais plus globale, d'un point de vue plus urbanistique. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, je remercie Elena de m'avoir proposé de participer à cette intervention avec elle. Je remercie également Laurence Valin pour organiser ce type de colloque, parce que c'est vrai que d'avoir autant d'interactions avec des personnes différentes, c'est vraiment très enrichissant et c'est assez rare sur la thématique de la Smart City. Donc moi je suis géographe urbaniste de formation. J'ai été formée à la faculté de géographie de Nice. J'ai eu M. Matteo Caglioni comme professeur. Voilà, depuis j'ai évolué, j'ai volé de mes propres ailes et j'ai développé mon activité sur envisager l'urbanisme avec des méthodologies un petit peu différentes, justement, qui nous sont souvent enseignées, comme l'analyse spatiale, les perceptions urbaines et la place, on va dire, de l'homme dans les villes. Donc je suis aujourd'hui directrice de la société ONIS, qui est une société qui est présente à Monaco et à Sofia Antipolis. Et nous sommes spécialisés dans les comportements humains dans les espaces publics et la simulation et la modélisation des gens dans les espaces publics. Alors là, je vais intervenir effectivement pour montrer un peu aujourd'hui qu'est-ce qu'a généré tout le développement qu'Elena a décrit, comment nous sommes appropriés l'espace et où nous en sommes. Donc, en fait, ce développement nous a amené à une densité, une pression démographique inégalée dans le monde, finalement. On s'est tellement approprié notre espace que aujourd'hui, on est 18 000 habitants au mètre carré. Hein, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que juste en Chine, il y a Singapour et ils sont 7 000. Donc il y a vraiment déjà un gros gap pour vous donner, on va dire, un rang de village. On prévoit une augmentation d'environ 15% de cette population d'ici 2030. Ça, ce sont les prévisions juste au fil de l'eau. Donc ce ne sont pas des prévisions tendues ou faibles, c'est vraiment les prévisions au fil de l'eau, on continue à augmenter normalement. Alors ensuite, nous avons une deuxième particularité à Monaco, c'est que nous sommes minoritaires dans notre pays, c'est-à-dire les nationaux sont minoritaires, donc la nationalité monégasque est moins représentée que les autres. Vous avez en premier la nationalité française, ensuite italienne, et ensuite on descend rapidement. Nous avons effectivement les Britanniques qui viennent juste en dessous avec 7%, ensuite les Suisses 3% et les Belges 2%.
Mais vraiment, c'est une caractéristique qui est propre à notre pays, car on voit ça dans très peu de pays. Ensuite, c'est notre polarisation, c'est notre capacité d'attractivité, en fait, d'avoir de concentrer cette attractivité des territoires qui nous sont limitrophes et autour. C'est-à-dire que 86% des emplois salariés sont occupés par des non-résidents. Ce qui donne, vous imaginez, des mouvements pendulaires et une attraction quotidienne qui est énorme. Donc une pression sur les réseaux routiers qui est sans comparaison avec notre pays. Donc nous avons 77% qui sont en provenance des Alpes-Maritimes. Et je me suis bien écrit, nous sommes à 27% qui sont juste des communes limitrophes. Cela vous montre un petit peu l'attractivité du pays, enfin de la cité-État. Donc en fait, quelle est la conséquence de cette pression démographique sans précédent? C'est une densification, une politique de densification pour développement. Donc on n'est pas la seule ville à avoir cette politique. Comme vous en avez parlé au cours de ce colloque, pratiquement toutes les villes ont cette politique de développement, c'est reconstruire la ville sur la ville. C'est vraiment de densifier pour ne pas avoir cette empreinte urbanistique, c'est-à-dire consommer du territoire de plus en plus, grignoter les espaces verts. Donc nous, on fait ça comme toujours à l'extrême. Nous avons donc 3,15 millions de mètres carrés construits et nous avons eu une croissance de 7% par rapport à 2013, ce qui est quand même énorme pour les surfaces bâties. Rien que depuis qu'on a mis en place les SIG, il y a 30 édifices qui ont été détruits. Ces 30 édifices représentaient 52 000 m² de surface. Et il n'y en a que 17 qui ont été reconstruits pour vous donner l'ampleur de la densité. Et par contre, ces 17 constructions représentent 107 000 m² de surface. Donc on est sur une densification vraiment extrême. Alors, c'est nécessaire parce qu'effectivement, comme on l'a vu, on ne fait que 2 km². On a cette pression démographique plus cette attractivité qui nous pousse à le faire. Et puis de toute manière, c'est la politique, c'est ce qu'on donne. Alors nous, on est vraiment restreints par nos frontières. D'autres villes, que ce soit françaises ou étrangères, sont simplement restreints par les espaces naturels, à ne pas les détruire. Donc il faut forcément se densifier. Mais alors, il faut quand même se poser la question de se dire, l'urbanisation en outrance, la densification, qu'est-ce que ça va générer? Parce que donc aujourd'hui, on peut parler de capacité d'adaptation d'un territoire à son développement, c'est-à-dire comment on se développe et comment on vit, comment on est homo smarticus finalement, comment on arrive à rester présent sans tout détruire. On peut parler aussi de résilience urbaine, je sais que vous avez abordé les notions de résilience. On peut dire que la ville, on peut l'apparenter à un système complexe, donc ce système complexe, comme tout système, est composé de beaucoup d'éléments. Alors on peut en citer grossièrement quelques-uns qui pourraient représenter la ville. Donc, nous avons les infrastructures, c'est-à-dire le bâti. Nous avons le réseau qui permet de mettre en relation tout ce bâti. Donc les réseaux routiers, les connexions trains, enfin tout ce que vous pouvez avoir en termes de réseau. Et ensuite, moi je vais mettre au sens grossier mais très large l'humain, parce que c'est quand même nous qui faisons fonctionner tout ça, parce que de réfléchir des infrastructures et des bâtiments sans nous, c'est pas très pertinent finalement, parce que c'est quand même nous qui allons les utiliser. Donc on l'a fait depuis toujours, comme nous l'a montré Elena, on les a toujours réfléchis justement pour nous, on s'est toujours quand même positionné. Sauf que de nos jours, on a un petit peu perdu pied, parce qu'à force de sururbaniser, on a dû avoir vraiment cette problématique de l'infrastructure et du réseau qui se sont posés à nous. Donc de nos jours, densifier et réfléchir la Smart City, c'est la réfléchir uniquement d'un côté infrastructure. Alors l'infrastructure comment? Avec la qualité de production des bâtis. Donc nous avons la consommation énergétique des bâtiments, comment la graduer, nous avons tout ce type de systèmes qui sont mis en place aujourd'hui d'innovation urbaine, nous avons l'autosuffisance des bâtiments, qui réfléchit notamment sur cette thématique. Voilà, ensuite au niveau du réseau, c'est sa capacité d'absorption, comment le faire absorber toujours plus de personnes. Donc élargissement des voies, toujours plus de trafic, une nouvelle offre de transport en commun, la multimodalité, maintenant on parle de multimodalité, les voitures en autoportage, ou aussi on va arriver aussi aux voitures autonomes, qui pourront évidemment peut-être un jour nous faire nous déplacer. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui sont réfléchies en innovation urbaine au niveau du réseau, au niveau de l'infrastructure. Mais dans tout ça, effectivement, on ne voit
que peu, ou pas encore en tout cas suffisamment, d'innovations urbaines qui sont tournées vers l'humain finalement, qui est censé faire fonctionner tout ça. Donc effectivement, entre conservation du patrimoine et innovation urbaine, qu'est-ce qu'il en est de l'humain? Alors on a la chance d'avoir des chercheurs comme Elena qui justement font revivre qu'est-ce qu'était cet humain. Donc ils vont aller chercher, à chaque fois qu'il y a des travaux, ils vont aller fouiller pour voir ce qui s'est passé avant, comment on s'était approprié l'espace, on va pouvoir refaire vivre en fait ces usages de cet espace-là. Donc on reste encore dans des thématiques. Donc on a cette conservation du patrimoine. Mais ensuite, pour ce qui est de l'innovation urbaine, on en a moins. Donc on en a entendu un petit peu parler tout à l'heure avec le concept de Rennes, par exemple. Ça, c'est une innovation qui est sur la thématique de l'humain. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire d'être humain dans un espace, donc dans une ville? C'est déjà avoir une identité territoriale. Alors l'identité territoriale, c'est quelque chose qui se joue à plusieurs niveaux. Donc déjà, on va poser cette question que mes professeurs m'ont souvent posée pendant que j'étais étudiante. Quelle est la différence entre un espace et un territoire? Alors un espace, je vois monsieur Mathieu qui sourit. Donc un espace, c'est quelque chose qui est partout, qu'on peut voir, qu'on peut retrouver, souvent les espaces naturels, les grands espaces en général, mais c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé en tout cas, que nous ne sommes pas appropriés. Un territoire, ça va être ça, c'est-à-dire on s'est battu, on s'est défendu, on l'a urbanisé, on a cherché à le contrôler, en tout cas on se l'est approprié d'une manière ou d'une autre, c'est la notion d'appropriation de l'espace. Et c'est ce qui fait notre territoire. C'est pour ça qu'à Monaco, nous sommes sur notre territoire. Comme l'a montré Elena, on s'est approprié cet espace qui est devenu notre territoire à nous. Alors ensuite, cette notion d'appropriation, on la partage avec d'autres, parce qu'avec maintenant la mondialisation et toutes les interconnexions qu'il peut y avoir, la notion d'appropriation d'espace n'est pas la même pour un local, elle n'est pas la même pour un touriste, elle n'est pas la même pour un homme d'affaires qui vient visiter ces lieux, il s'approprie cet espace différemment. Parce qu'il n'en a pas le même usage, il n'en a pas la même vision au moment donné où il va l'expérimenter. C'est-à-dire qu'un touriste, quand il arrive à Monaco, il ne voit pas la même chose que ce que moi je vois. Il voit beaucoup d'immeubles, beaucoup de stress, beaucoup de travaux, mais aussi la notion de cette principauté magnifique qui le subjugue. Moi je vois mon territoire à moi, qu'est-ce que c'est chez moi, je me balade, c'est mes petites marches, je vois mon enfance, je vois ma famille. Ce n'est pas du tout la même notion d'appropriation de l'espace. Donc ensuite, il y a le design urbain qui va jouer sur cette notion d'appropriation d'espace. Donc avant, comme on l'a vu avec l'évolution d'Elena, ce design urbain, on l'a modelé à nos besoins, finalement. À chaque fois qu'on avait besoin d'un truc, on le fabriquait, on le faisait, c'était cette notion-là. Et maintenant, on est arrivé un peu dans un effet pervers, en fait, où c'est nous qui devons nous adapter au design urbain qu'on a créé. Parce que les espaces sont pensés sans nous. Donc ça, c'est pas des plus smart, en fait, parce que pour une smart city, ce n'est pas les plus intelligents, effectivement, mais c'est malheureusement l'effervescence, la complexité de la ville aujourd'hui qui a créé ça. Donc c'est vraiment une thématique sur laquelle on doit réfléchir aujourd'hui. Donc justement, nous avons les formes, nous avons les fonctions urbaines, nous avons besoin de points de repère, savoir où est-ce qu'est la zone industrielle, où est-ce qu'est la zone commerciale, où est-ce qu'on prend son train, où est la gare. Donc on a besoin de ces points de repère. Ces points de repère sont parfois souvent issus justement d'un usage historique. Donc c'est là qu'on a besoin de la mémoire, on a besoin du travail d'Elena pour faire vivre cette mémoire, et de tout anthropologue bien évidemment, pour faire vivre cette mémoire et avoir des points de repère. Souvent, un point de repère, c'est vraiment un point qui est là historiquement dans la ville. Si on est là, on sait où on n'est plus perdu. C'est le point de repère. Ensuite, vous avez la perception urbaine et le design urbain vont ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent quand on est en ville et pourquoi. On sait que le design urbain, la façon dont la ville est faite, a une influence sur la manière dont on se déplace en ville, la manière dont on l'utilise. Ça a des conséquences sur la criminalité, ça a des conséquences sur les émissions de carbone, ça a des conséquences sur la valeur foncière. Donc le design urbain et les perceptions urbaines sont très importantes et doivent être travaillées. Alors justement, maintenant, les nouveaux enjeux de la planification, c'est comment maintenir dans tout ça, toute cette innovation urbaine exclusivement portée sur les infrastructures et les réseaux, comment maintenir l'humain au centre des réflexions urbaines. Eh bien, alors, il n'y a pas de solution toute faite. Nous, on propose des outils pour justement designer les espaces en se positionnant du point de vue de l'humain. Mais ensuite, on pourrait voir effectivement des concepts, comme on l'a décrit tout à l'heure avec Rennes. Mais moi, je verrais plutôt ces concepts appliqués directement en centre-ville. Pourquoi ne pas designer la ville directement pour qu'on puisse avoir ces espaces enrichissants qui nous stimuleraient sur ce dont on a besoin pour vivre. Il est vraiment nécessaire qu'on reprenne en fait les réflexes de nos ancêtres.
nos Spartacus, ont justement designé la ville comme ils en avaient besoin, et non pas l'inverse. Donc c'est vraiment là qu'il faut retrouver ce rapport de force et ne pas se laisser manger en fait finalement par notre propre construction. Alors je vais revenir pour finir un petit peu, clôturer tout ça, c'est Monaco. Donc comme vous le voyez, Monaco c'est bien urbanisé, comparé aux cartes que nous montrait là tout à l'heure, parce qu'on n'est quand même pas sur le même niveau de densité et d'urbanisation. Alors, Monaco, pourquoi un laboratoire urbain? Parce que justement, contraint, parce que ce n'est vraiment pas voulu, cette densification finalement, c'est pas parce qu'on a des espaces verts et qu'on a vraiment décidé de faire l'écologie, même si on essaie d'en faire autant qu'on peut, c'est vraiment parce qu'on est contraint par nos frontières, on s'est densifié, donc on a vraiment cette notion de métropole miniaturisée, on a cette polarité, on a une forte attractivité pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'employés, de salariés et de personnes au quotidien. En même temps, on a cette diversité culturelle, avec ce grand nombre de nationalités présentes, on a cette forte activité et cette densité extrême. Donc on peut dire qu'on est une métropole miniaturisée et que tous les problèmes qu'on peut voir dans une grande ville, quelle qu'elle soit, ici elle est présente à l'extrême sur un petit territoire. Donc pour ça, c'est facile en fait de pouvoir tester des choses, tester des modèles urbains. Pourquoi pas justement se servir de cette petite métropole miniature pour voir ce qui peut fonctionner et ce qui ne peut pas, ou qu'est-ce qu'on peut faire marcher sur d'autres modèles de ville, et ensuite finalement les exporter en tenant compte effectivement des spécificités géographiques de ces villes, donc la topographie, leur forme urbaine, ce genre de choses. Donc ça c'est ce que Monaco essaye de faire et ce qu'il voudrait mettre en place. Et aussi ensuite, la réussite de son développement pour l'instant, ça a toujours été de maintenir un équilibre entre ce conservatisme et ce progressisme. Alors, de même, on a réussi à faire ça grâce à notre petite taille, à notre capacité, et à notre régime politique évidemment, à notre capacité de pivoter rapidement, de ne pas avoir ce long temps de réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire à quel moment. Donc ça nous a donné une longueur d'avance sur ça. Et c'est vraiment cette réactivité. Ensuite, c'est ce fort ancrage millénaire, et aussi pour 700 ans de règne, en tout cas de la principauté, qui nous a donné cette possibilité d'avoir ce conservatisme, mais en même temps, ce progressisme malgré nous, parce qu'on est un petit peu en veille, finalement. Voilà, donc je clôturerai sur ça, sur essayer de faire de certaines villes, en tout cas, des laboratoires urbains pour pouvoir promouvoir une manière de mieux vivre ailleurs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On peut avoir des questions en deux temps, puisqu'il y a carrément un rapport à l'anthropologie et à la vieille histoire en fait, de la ville, et puis peut-être quelque chose de plus urbain et contemporain. Alors, oui. Moi, c'est pas une question, mais c'est une remarque. En fait, je travaillais il n'y a pas si longtemps dans une entreprise qui faisait de l'optimisation énergétique dans les bâtiments. Et une des remarques qu'on s'était faites, c'était que souvent, actuellement, la tendance était d'instrumentaliser le bâtiment, finalement, et de complètement, indépendamment des hommes qui travaillent, des humains qui travaillent dedans. Donc on arrive, tout se met en place, etc. Et la lumière s'allume, on n'a plus rien à faire, et finalement, on est déconnecté du bâtiment. Et on s'est aperçu que plus on faisait ça, moins on faisait d'économie d'énergie. Parce que justement, il n'y avait pas d'implication. Et donc, on a appelé ça l'expérience utilisateur. Prendre en compte l'expérience utilisateur. Et là, finalement, c'est un peu la même chose pour la ville, c'est que au lieu de dessiner une ville et de mettre des hommes dedans, là, il faut plutôt dessiner la ville autour des hommes et autour de leurs usages et de comment ils l'utilisent. Alors, je vais me permettre de répondre. Alors en fait, nous, c'est exactement ce qu'on dit. Alors des fois, on parle d'ergonomie spatiale. Alors ça fait très bizarre aux gens quand je dis ça. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on fait, alors à une échelle du bâtiment ou à une échelle d'une ville. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire de réfléchir la ville aux usages qui en sont faits avant de la construire, ou du moins de l'adapter, parce que nos centres-villes sont anciens. On n'a pas besoin de tout détruire pour tout reconstruire à verre. Faire les choses ex silo, c'est vraiment pas forcément une bonne chose. Il faut créer des réseaux, il faut assimiler les gens jusque là-bas. Donc par exemple, recréer tout en concept store hors ville, ce n'est pas toujours la meilleure stratégie, parce que finalement, il faut y aller, et c'est encore plus compliqué, ça complexifie la chose, alors que directement le déplacer en centre-ville, je ne sais pas où est la Dame de Rennes. Elle est partie. Mais c'est bien dommage, parce que justement, déplacer son concept store plutôt en centre-ville que d'aller le mettre
Ailleurs, justement, comme disait monsieur, ça va nous créer toutes sortes de mouvements qui vont encore complexifier et saturer les réseaux. Donc effectivement, c'est s'adapter à nos usages. À la place de dire ça, c'est une bonne idée, faisons-le, c'est comme ça. Mais ça a été pensé vide. Tout à l'heure, vous parliez d'avoir des architectes et des urbanistes. Vous savez comment construit un architecte aujourd'hui son bâtiment? Il le construit sur une maquette 3D. Cette maquette 3D, il la teste, il teste la structure du bâtiment, sa résistance, les matériaux, tout est testé vraiment, hein. L'électricité, le réseau des eaux, tout. Mais par contre, les flux des personnes n'est pas testé. C'est-à-dire que ça, le bâtiment est construit de manière vide. Et il est vendu comme ça, il est construit. Et une fois qu'il est construit, on l'utilise et on se dit, ah ben tiens, là, il y a une marche alors qu'il y avait une pente, ce PMR. C'est effectivement pas pratique. Du coup, le siège roulant ne peut pas descendre. Hein. Mais ça, si on l'avait testé avant, on l'avait simulé, on aurait pu le voir. Voilà, donc c'est vraiment de l'ergonomie spatiale, c'est tout à fait ça. Ça rejoint ce que disait Mathéo ce matin. Mathéo, c'est ce que tu disais ce matin. Le fait qu'il faut d'abord mettre l'habitant au cœur de son habitat et qu'il ne faut pas se tromper justement dans le plan de ce futur en fait que l'on doit habiter, en fait, occuper. Une autre question. Est-ce que l'anthropologie a des requêtes pour la Smart City ou des réflexions vraiment fondamentales? Nous nous invitons en réflexion. Heureusement que je suis là pour vous inviter aussi. C'est ça. Non, mais c'est Il n'y a pas mais un axe majeur, il n'y a pas quelque chose qui, par exemple, qui n'est pas dans la réflexion aujourd'hui ou qui a été complètement squeezé, oublié, qui est fondamental. Il n'y a pas quelque à chose Monaco, qui est choquant pour vous, enfin, je veux dire. Hein. C'est très spécifique Monaco. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples, là, vous allez tout de suite comprendre. On n'a pas, comme en France ou en Italie ou ailleurs, la loi du patrimoine qui, par exemple, fait intervenir les fouilles avant une construction ou pendant. Mais comme on a un village, on se connaît tous. Donc ça se fait, de toute façon, nous, on y va tout le temps. Ça se fait de façon conviviale, comme dans un village. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des travaux, on appelle, on y va, et puis ça se fait comme ça. Deuxième exemple, comme on est en principauté, donc avec la famille princière, le patrimoine est omniprésent. Donc, l'aspect anthropologique est intrinsèque, si vous voulez, à Monaco, et à toutes les politiques qui peuvent se mener, parce qu'on est tellement spécifique sur certains domaines que c'est vraiment inhérent, si vous voulez, à toute réflexion. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est tellement particulier que tout est transversal déjà, parce que c'est un village. Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, au sein de notre communauté, c'est fait peut-être le lien. Tu nous mets dans une communauté, ça y est? Non, mais des communautés de réflexion, je veux dire, de la Smart City. Pas de gourou, hein? Pas de gourou. Non, pas de gourou. Mais d'une façon plus générale, je ne veux pas prêcher par ma paroisse, mais l'anthropologie regroupe beaucoup de sciences humaines en fait. C'est déjà pluridisciplinaire. Moi j'ai fait des cours de neurophysiologie, hein. Ce que me racontait la dame, ça me rappelle beaucoup de choses en parlant d'ailleurs de ça. Vous relisez Edward Hall, La dimension cachée, vous retrouvez toute cette problématique qui a été évoquée, où on sait déjà que des souris qui sont mises dans de mauvaises conditions ne vont pas faire leur nid comme il faut, elles vont faire des nids qui se défendent, donc les bébés meurent beaucoup plus, donc on voit de quelle façon on va utiliser l'éthologie, y compris en anthropologie, pour faire des espèces d'extensions sur ce qui peut se passer sur l'humain, quoi. Mais le problème, y compris dans la recherche française, c'est que je pense qu'on est trop cloisonné au niveau de nos disciplines. Et moi, en tant qu'anthropologue, j'ai toujours fait en sorte qu'on puisse quand même s'appuyer sur les résultats des psychologues, notamment la psychologie cognitive, les neurophysiologues, bien entendu, et leur donner à ces travaux une perspective un peu historique, enfin, disons préhistorique, je vais l'évoquer d'ailleurs tout à l'heure, en se disant qu'on est un peu, chacun de nous, des archives, sans le savoir. On archive voire des centaines de milliers d'années. Voilà, bon, j'en parlerai tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre. Si on t'enterre et qu'on retrouve ton corps... voilà, non, pour l'interroger. Non, mais de toute façon, c'est simple. Qu'est-ce qu'ils cherchaient les anthropologues? C'est les poubelles, parce qu'ils retrouvent oui, les morceaux de poterie, et les cimetières. Comme on disait, c'est Fénon qui disait l'historien est celui qui rentre à reculons dans l'avenir. Donc du coup, pour compléter, les crématoriums, c'est une catastrophe alors.
Pour un anthropologue, un archéologue, oui. Mais enfin, pour Oui et compléter non, parce qu'on votre rencontre question, toujours des esquisses. La masculine, ça Voilà. date déjà d'avant. on sait au moins à la température à laquelle vous ont été On n'y arrive pas. Non, par contre, l'archéologie, c'est vraiment. Je suis passée un petit peu vite sur la répartition spatiale, mais en archéologie, on est déjà diachronique, mais transversaux. C'est-à-dire que vous allez retrouver la géographie, la géologie, l'histoire, la biologie, l'anatomie, la datation, toutes les méthodes en laboratoire, la chimie, la biochimie, séquençage ADN, j'en ai parlé, la paléontologie. Je vois mon collègue là-bas, donc toute l'évolution animale, l'évolution humaine, sédimentologie, donc tout ce qui est terrain, niveau. C'est complètement multiple. La psychologie, l'ethnologie, évidemment. Donc nous-mêmes, on est déjà ouverts sur le monde, on voyage, les fouilles, les missions à travers tous les pays. Donc on est déjà, si vous voulez, conçus mentalement, et je pense que tous ceux qui sont présents le sont déjà, parce que c'est un partage et c'est un échange des connaissances. Mais on est déjà de toute façon prêt pour ces discussions. Avec Jérôme, nous on s'est rencontrés au colloque sur art, vie, cerveau, le colloque de Montsartou. Et de suite, immédiatement quand on s'est parlé, on s'est nécessairement compris. D'abord parce que quand moi je parle de la ville, rappelle-toi, le premier cours que je vous avais fait sur la Smart City, je l'avais fait d'ailleurs, je peux en parler aux étudiants aussi qui sont à l'IMRED et qui m'ont déjà entendu, sur mon cours introductif. Je vous avais décrit, vous savez, le premier cercle, on avait dit qu'on posait le religieux pour qu'on puisse avoir justement des tombes, le sacré, et puis on allait autour bâtir déjà une vie. Donc il y a de l'agriculture, et il y a de l'habitat, etc. Et quand on a commencé à parler comme ça, moi avec ma vision philosophique, il me dit mais moi je suis dedans, mais moi c'est comme si je pensais ce que lui, en fin de compte, il touche du doigt, puisque il a des pour morceaux répondre à votre question, choses, voilà, c'est ça. on doit aussi beaucoup travailler sur les questions d'identité, notamment les Smart City. C'est-à-dire les questions identitaires et symboliques, c'est pas parce qu'on a des ordinateurs performants qu'on ne joue pas avec les symboles, qu'on n'a pas des croyances, qu'on n'a pas comment dirais-je, des espèces même de rituels pour... alors on dirait des mots compliqués comme apotopraïque, c'est-à-dire qui enlève le mauvais sort. Vous savez, on est resté animiste, tout ça. Je serais même un peu d'en parler. Donc la Smart City ne va pas faire l'économie de ces comportements. En même temps, l'anthropologue, malheureusement, ne se fait pas trop d'illusions sur la nature humaine, elle n'a pas beaucoup changé. donc la Smart City ne fera pas l'économie de toutes ces choses-là qu'on étudie sur des dizaines de milliers d'années. Et il y a même quelque chose qui est flagrant, c'est que si dans l'Antiquité, que ce soit en Chine ou que ce soit en Égypte, on a eu l'idéogramme ou on a eu un langage bien particulier, on pourrait dire que le pictogramme ou l'élément qui est contemporain et qui rejoint l'ancestralité, c'est le smiley. Oui, complètement. Maintenant, on est revenu à... Le smiley, c'est des yeux, un nez, une bouche et des expressions. Avec ça, tu dis tout. On étudie beaucoup, en effet, les anciens pictogrammes, voir les gravures, je vous en montrerai. Et actuellement, nous qui travaillons dans l'administration, vous allez voir passer d'un point de vue très technique des gens pour vous changer les sorties de secours. Parce que maintenant, on ne met plus... Ah ben voilà, ils vont changer. Ils ont mis déjà un petit bonhomme en train de courir. Parce que maintenant, c'est interdit de mettre exit ou sortie. Parce qu'on vous dit un petit bonhomme en train de courir, c'est beaucoup plus parlant, y compris un chinois. C'est bien pour donc, les enfants qui ne savent pas lire. On revient de l'iconographie de base qui était utilisée, oui, il y a 40 000 ans, quoi, Chauvet, j'allais dire, voilà. C'est ça. Les interrupteurs Donc, avec voilà, donc on a des choses, je dirais, universelles qui vont passer et qui vont même peut-être contribuer à ce qu'une Smart City fonctionne mieux.